Vous avez probablement vu ces vidéos. Trump tente de faire arrêter un juge après que le tribunal l'a durement frappé. Trump est expulsé après avoir tenté de faire arrêter un juge. Trump menace un juge et se fait arrêter dans la salle d'audience. Les miniatures sont délirantes. On voit Trump pointer un juge, des marshals en arrière-plan. Tout suggère un chaos total dans le tribunal avec du texte dramatique partout. Mais la vérité est simple. Ces scènes précises, Trump entrant dans un palais de justice et ordonnant l'arrestation d'un juge, des marshals le saisissant pendant qu'il essaie de le faire, le chaos physique d'un président en fonction, tentant de faire arrêter un juge en fonction en pleine audience, ne se sont pas produites. Et si vous descendez jusqu'au bas de ces vidéos, vous trouvez la phrase qui dit exactement cela. Ce contenu est fictif et n'est pas destiné à représenter des événements, des individus ou des résultats réels. Fictif en entier. Scénarisé, dramatisé, pas de l'information. Rappel utile que certaines personnes confondent désormais crise constitutionnelle et stratégie de contenu. Vous n'en avez pas entendu parler sur toutes les chaînes d'information, parce que cela ne s'est pas produit. Ce qui compte pourtant, c'est la question derrière la question. Et cette question est plus intéressante que les scènes fictives elles-mêmes. Pourquoi ces vidéos obtiennent-elles des millions de vues? Pas parce que des millions de gens seraient incapables de distinguer la fiction de la réalité. Les gens sont plus intelligents que ça. Elles fonctionnent parce que le scénario fictif ne semble pas complètement impossible. Il y a quelque chose dans l'idée de Trump essayant de faire arrêter un juge qui ressemble à une escalade plausible de choses qui se sont réellement produites. L'écart entre la version fictive et la version réelle est plus petit qu'il ne devrait l'être, ce qui n'est pas exactement un compliment pour le climat politique. Et quand je regarde la version réelle, quand j'examine ce que Trump et son administration ont réellement fait dans leur rapport avec le pouvoir judiciaire, le scénario fictif commence à ressembler moins à une pure fantaisie qu'à une dramatisation d'une dynamique bien réelle. Voici ce qui s'est réellement passé. Le ministère de la Justice de Trump a fait arrêter une juge en fonction. Pas dans une salle d'audience, pas de la manière dramatique montrée dans les vidéos fictives, mais réellement, littéralement. Des agents du FBI ont arrêté la juge de comté du Wisconsin, Anna Dugan, pour obstruction au motif allégué qu'elle aurait aidé un immigrant sans statut légal à éviter une détention. Le FBI s'est présenté, elle a été placée en détention. Une juge américaine en fonction a été arrêtée par le gouvernement fédéral sur ordre d'un ministère de la Justice qui menaçait déjà ouvertement des acteurs judiciaires qu'il estimait faire obstacle à l'application des lois matière d'immigration. Donc non, le théâtre était faux, mais l'appétit pour l'intimidation, lui, était bien réel. Cela s'est réellement produit. Une juge a réellement été arrêtée. Le ministère de la Justice de Trump et sa procureure générale ont aussi menacé publiquement d'autres juges en disant explicitement qu'ils poursuivraient des juges qui feraient obstacle au droit fédéral. Ce langage a été adressé à des membres de la magistrature. Et dans les propres dossiers judiciaires de Trump, des juges l'ont averti que s'il continuait à franchir les lignes, à attaquer le personnel judiciaire, à perturber les procédures ou à violer des ordonnances de non-publication, il pourrait le faire expulser de la salle d'audience. La menace d'expulsion figure au dossier, les avertissements pour outrage figurent au dossier. Apparemment, même la salle d'audience en a assez de la campagne permanente. Donc la situation réelle est la suivante. Trump n'est pas personnellement entré dans un palais de justice pour tenter de faire arrêter un juge. Ce scénario fictif précis ne s'est pas produit. Mais son administration a fait arrêter une juge. Son ministère de la Justice a menacé des juges, lui-même a réclamé la destitution de juges. Il a attaqué publiquement des juges sur les réseaux sociaux et a demandé leur éviction. Et des juges, dans ses propres causes, ont consigné au dossier qu'ils avaient le pouvoir de le faire expulser s'il continuait à pousser trop loin. Les vidéos fictives se trompent spectaculairement sur la scène précise, mais elles ne se trompent pas sur la dynamique générale. Elles n'inventent pas un conflit à partir de rien, elles prennent un conflit réel, documenté, véritablement inquiétant, entre ce président et le pouvoir judiciaire,
Et elle le pousse d'un cran de plus dans le territoire dramatique. Voilà pourquoi elle trouve un écho auprès de millions de personnes qui ne croient pas que la scène fictive précise est littéralement produite, mais qui sentent que la dynamique derrière, elle est réelle, parce qu'elle l'est. Dans ce cas-ci, la réalité en fait déjà assez sans effets spéciaux supplémentaires. Pour comprendre pourquoi l'histoire réelle importe davantage, il faut d'abord comprendre l'univers du contenu fictif lui-même. Les vidéos du style Pump Politics et celles de nombreux imitateurs suivent un format très constant. Un titre suggère un événement dramatique et précis. Une miniature conçue pour ressembler à une alerte de dernière heure. Une narration livrée sur le ton urgent d'un bulletin de nouvelles. Des scènes détaillées, dramatiques, décrites ou représentées. Et quelque part dans la description, enfoui sous le bouton Afficher plus, se trouve l'avertissement. Dans ce scénario fictif, ce contenu est fictif et n'est pas destiné à représenter des événements, des individus ou des résultats réels. Naturellement, l'avertissement juridique arrive après l'embuscade émotionnelle. Les scénarios qu'elle dramatise sont franchement extravagants. Trump criant « Vous êtes en état d'arrestation » à un juge fédéral. Des marshals semblant saisir Trump lorsque le juge réagit. Un chaos physique dans un palais de justice. Ce sont pas de subtiles exagérations d'événements réels, ce sont des scènes entièrement inventées qui ne reposent sur aucun événement d'actualité documenté. Aucune grande organisation médiatique ne les a couvertes, aucun dossier judiciaire n'y fait référence, aucune preuve vidéo n'en existe nulle part, parce que cela ne s'est pas produit. C'est tout de même remarquable ce qu'on peut fabriquer dès qu'on traite l'exactitude comme une simple formalité administrative. Mais la résonance émotionnelle, elle, est réelle. Les gens qui cliquent ne croient pas nécessairement à la scène littérale. Beaucoup réagissent plutôt à la dynamique plus large que le scénario fictif représente, l'idée d'un président tentant d'utiliser le pouvoir policier contre le pouvoir judiciaire, l'idée d'un juge repoussant un abus de pouvoir présidentiel, le sentiment d'un affrontement constitutionnel qui semble avancer vers quelque chose, même si le moment dramatisé lui-même n'est pas encore arrivé. Et si cette dynamique résonne, c'est parce que sa version réelle est déjà inquiétante. Cela me ramène à la juge Anna Dougan, parce que son dossier est la partie de l'histoire réelle la plus directement liée à l'idée de tenter de faire arrêter un juge. Dougan est juge de comté au Wisconsin. Au début de l'année 2025, elle a été accusée d'obstruction par le ministère de la Justice. L'allégation voulait qu'elle ait aidé un immigrant sans statut légal à éviter une arrestation en lui permettant de quitter le palais de justice par une entrée judiciaire restreinte pendant que des agents fédéraux de l'immigration attendaient pour le détenir. Des agents du FBI l'ont arrêté, une véritable juge américaine, en fonction pour obstruction relativement à sa conduite dans l'exercice de ses fonctions officielles. Une manière remarquablement élégante pour le pouvoir exécutif d'annoncer qu'il a perdu tout sens des proportions. Les circonstances de l'arrestation de Dougan sont contestées. Ses partisans soutiennent qu'elle agissait dans les limites de son autorité judiciaire légitime pour gérer sa propre salle d'audience et que la poursuite fédérale est politiquement motivée. Ses détracteurs, ainsi que le ministère de la Justice, soutiennent qu'elle a activement fait obstruction aux forces de l'ordre. Mais peu importe l'évaluation qu'on fait du fond de ces accusations précises, un fait demeure, une juge a été arrêtée par le gouvernement fédéral pendant l'administration Trump pour des gestes liés à sa conduite dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. C'est historiquement extraordinaire. Les juges sont presque jamais arrêtés pour des gestes liés à leurs fonctions officielles. L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des poursuites menées par l'exécutif est un principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Et le ministère de la Justice de Trump ne s'est pas contenté d'arrêter Dougan. La procureure générale de Trump a publiquement menacé d'autres juges en disant explicitement que le gouvernement poursuivrait les juges qui feraient obstacle à l'application du droit fédéral, en adressant cet avertissement à l'ensemble de la magistrature. Voilà la véritable histoire du tenter de faire arrêter le juge. Pas un moment cinématographique dans une salle d'audience, mais un schéma soutenu dans lequel le pouvoir exécutif utilise son pouvoir de poursuite comme menace contre des membres du pouvoir judiciaire. L'habit est officiel,
l'instinct reste celui de l'intimidation. C'est cela qui rend la situation inquiétante, indépendamment du bien fondé de chaque dossier particulier. L'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard de l'exécutif repose en partie sur l'idée que des juges qui rendent des décisions déplaisant à l'exécutif ne feront pas l'objet de poursuites pour ces décisions. Si des juges savent que des décisions défavorables peuvent mener à des poursuites, si la menace de chefs d'accusation fédéraux plane au-dessus de la prise de décision judiciaire, alors l'indépendance de la magistrature est compromise. Pas nécessairement abolie, mais compromise précisément de la manière que les fondateurs du système constitutionnel ont cherché à empêcher. Les freins et contrepoids fonctionnent plutôt mal lorsqu'une branche essaie continuellement de transformer les autres en accessoires de scène. Le scénario fictif condense cette dynamique en un seul moment dramatique, Trump essayant personnellement de faire arrêter un juge dans une salle d'audience. La dynamique réelle est plus lente et plus institutionnelle, mais elle porte la même menace de fond. Il y a eu l'arrestation de Duggan, il y a eu les menaces contre d'autres juges, il y a eu les appels personnels de Trump à la destitution de juges. Il y a eu l'escalade des attaques contre des juges dans ses propres dossiers. La version fictive exagère la scène, mais la version réelle établit clairement la trajectoire. Voilà pourquoi la relation personnelle de Trump avec les juges dans ses propres causes compte autant. Le schéma est visible depuis longtemps. Constat d'outrage dans le dossier des paiements dissimulés, avertissement du juge Kaplan selon lequel Trump pourrait être expulsé dans l'affaire Carroll, départ théâtral du procès civil pour fraude, escalade des attaques contre des juges sur les réseaux sociaux, et l'habitude répétée de Trump de qualifier les juges qui statuent contre lui de radicaux de gauche dérangés, d'exiger leur destitution et de prétendre qu'ils sont politiquement motivés et corrompus. Il l'a dit à propos du juge Merchant, du juge Engoron, de la juge Chutkan et du juge Boasberg, dont la décision sur les expulsions a provoqué un rappel à l'ordre public extraordinaire du juge en chef. Rien n'exprime mieux le respect des institutions que de les insulter chacune à leur tour dès qu'elles refusent d'applaudir. Ce ne sont pas de vagues frustrations exprimées en privé, ce sont des campagnes publiques soutenues, précises, dirigées contre des juges en fonction. Et elles produisent de vraies conséquences. Les menaces contre les juges fédéraux ont plus que doublé au cours des dernières années. La Judicial Conference a discuté de préoccupations de sécurité liées à la possibilité que ce président retire la protection des marshals à des juges. Le scénario fictif, où l'on tente de faire arrêter un juge, imagine une confrontation soudaine et dramatique. La situation réelle est un affaiblissement plus lent et plus systématique de l'autorité judiciaire, par des attaques publiques, des menaces juridiques contre les juges qui tranchent dans le mauvais sens, et une véritable poursuite du ministère de la Justice contre une juge pour une conduite relevant de ses fonctions officielles. Le chaos est moins cinématographique dans la vraie vie, ce qui le rend d'une certaine manière encore pire. La première chose à bien comprendre est donc la suivante. Le scénario fictif est faux quant au moment précis, mais il pointe vers une dynamique générale réelle. Trump n'est pas personnellement entré dans un palais de justice pour tenter de faire arrêter un juge. Cet événement ne s'est pas produit. Les vidéos fictives l'admettent elles-mêmes dans leurs avertissements. Mais la dynamique générale qu'elle dramatise, un pouvoir exécutif utilisant agressivement son pouvoir contre le judiciaire, menaçant les juges qui tranchent dans le mauvais sens, et faisant réellement arrêter une juge pour une conduite relevant de ses fonctions officielles, est réelle. La dramatisation est fausse dans ses détails. La chose qu'elle dramatise, elle, n'est pas inventée. Elle est simplement exagérée par des gens qui ont remarqué que la réalité avait déjà fait l'essentiel du travail d'écriture. La deuxième chose, c'est qu'une juge a réellement été arrêtée et que cela demeure l'un des aspects les moins discutés de toute cette histoire. Hannah Duggan, des agents du FBI, des accusations d'obstruction, une juge de comté en fonction placée en détention par les forces de l'ordre fédéral pour une conduite dans l'exercice de ses fonctions officielles. Cela s'est produit, c'est documenté. Cela fait partie du dossier juridique permanent.
Et cela s'est produit dans un contexte où la procureure générale de l'administration menaçait publiquement d'autres juges en disant explicitement que des poursuites suivraient toute obstruction et en adressant cet avertissement à la magistrature dans son ensemble. On en viendrait presque à admirer la franchise, si la franchise n'était pas si souvent le refuge commode du mauvais jugement. Les vidéos fictives récoltent des millions de vues en dramatisant un scénario où Trump tente de faire arrêter un juge. L'histoire réelle d'une juge réellement arrêtée reçoit beaucoup moins d'attention. Cet écart entre l'attention accordée à la version fictive et celle accordée à la version réelle en dit long sur l'écosystème du contenu. Apparemment, le spectacle se vend encore mieux que l'érosion institutionnelle, même quand cette érosion fait de son mieux pour se faire remarquer. La troisième chose, c'est que le juge en chef s'est déjà exprimé et que presque personne n'a semblé remarquer l'importance de ce geste. Lorsque Trump a demandé la destitution du juge Boasberg après la décision sur les expulsions, le juge en chef John Roberts a publié une déclaration écrite en réponse. Roberts a dit publiquement que la destitution n'était pas une réponse appropriée à un désaccord avec une décision judiciaire et que le processus d'appel existe précisément à cette fin. Il l'a fait parce que Trump posait un geste précis à l'égard du pouvoir judiciaire et que Roberts estimait qu'une défense institutionnelle s'imposait. Le juge en chef des États-Unis ne publie pas de déclaration publique à la légère. Il en a publié une précisément au sujet de la relation de Trump avec le pouvoir judiciaire, parce que la conduite en question menaçait suffisamment l'indépendance judiciaire pour que le silence ne soit plus acceptable. Quand John Roberts commence à sonner l'alarme, c'est que la pièce brûle déjà depuis un bon moment. Cette déclaration représente la version réelle de la confrontation que les vidéos fictives essaient de dramatiser. Ce n'était pas cinématographique, ce n'était pas chaotique, c'était une déclaration écrite. Mais sur le plan institutionnel, c'était bien plus significatif que n'importe quelle scène fictive de salle d'audience pourrait jamais l'être. Aucun graphisme clignotant, aucune trame sonore tonitruante, seulement le son assez grave d'une frontière constitutionnelle qu'on tente de défendre. Et cela mène au dernier point. L'écart entre la fiction et la réalité se resserre. Le scénario fictif montre Trump essayant personnellement de faire arrêter un juge. Cela ne s'est pas produit. Le scénario réel montre le ministère de la Justice de Trump arrêtant une juge, sa procureure générale menaçant publiquement des juges, Trump réclamant personnellement la destitution de juges, les menaces contre les juges ayant plus que doublé, le juge en chef John Roberts se voyant obligé de publier des déclarations publiques pour défendre l'indépendance judiciaire, et des juges dans les propres causes de Trump consignant au dossier qu'ils ont le pouvoir de le faire expulser s'il continue à franchir les limites. À un certain point, même le mot sans précédent commence à paraître usé à force d'être répété. L'écart entre l'aboutissement fictif et la trajectoire réelle se résume désormais à peu près à ce seul moment dramatique où Trump ordonnerait personnellement une arrestation dans une salle d'audience. Tout ce qui entoure ce moment, l'hostilité envers les juges, l'utilisation des poursuites comme menace contre le pouvoir judiciaire, l'attaque soutenue contre l'indépendance judiciaire, l'arrestation réelle d'une véritable juge est réelle. Et c'est précisément pour cela que ces vidéos fictives trouvent un écho auprès de millions de personnes. Non pas parce que les gens croient que la scène littérale s'est produite, mais parce que la trajectoire réelle de la relation de Trump avec le pouvoir judiciaire donne à cet aboutissement fictif l'apparence d'une destination possible. Chaque étape de l'escalade réelle est documentée, les demandes de destitution, les attaques sur les réseaux sociaux, les menaces du ministère de la Justice contre les juges, l'arrestation réelle de Anna Dugan rapproche cette destination. La scène fictive précise ne s'est pas produite, la dynamique qu'elle dramatise est réelle et elle s'intensifie. La question est de savoir où cette escalade s'arrête, quel est le point d'arrivée constitutionnel d'une guerre soutenue d'un président contre le pouvoir judiciaire. Les vidéos fictives sont populaires parce qu'elles vendent une satisfaction émotionnelle sous forme de réponse. La vraie réponse, elle, est encore en train de s'écrire dans les salles d'audience, dans les déclarations écrites du juge en chef John Roberts, dans les arrestations par le FBI de juges en fonction, dans les ordonnances de non-publication, les constats d'outrage et les avertissements d'expulsion, dans la version lente, institutionnelle et peu spectaculaire de la confrontation que les vidéos fictives transforment en cinéma.
Et comme d'habitude, ce sont les institutions qui se retrouvent à nettoyer derrière des hommes qui prennent le volume pour de l'autorité. La version réelle est moins dramatique et plus inquiétante justement parce qu'elle est réellement en train de se produire.